Je repris connaissance quelques heures après, réveillé par des mouvements et des bruits de pas discrets. Une jeune femme en tenue traditionnelle, au visage aussi inexpressif que les autres membres de l'ordre, était agenouillée à ma droite. Elle avait refermé le panneau coulissant de l'alcôve et installé 2 autres bougies dans la petite pièce. Il y avait devant elle un plateau de métal sombre sur lequel reposait une théière, une tasse et 2 serviettes roulées d'où s'échappait une douce fumée incolore. Me voyant éveillé, elle sembla sortir d'une veille silencieuse et immobile pour me servir d'un geste expert une tasse de liquide brûlant. Je me relevai doucement et pris le récipient chaud qu'elle me servait en inclinant doucement la tête. J'articulai difficilement un remerciement, ma gorge étant extrêmement sèche, comme si je n'avais pu me désaltérer pendant des jours. Elle me regarda boire sans un mot et sans un geste, puis reprit la tasse de mes mains lorsque j'eus terminé. Le thé amer réveilla mon cerveau embrumé et pénétra dans mes muscles engourdis. Un mouvement réflexe de ma jambe me rappela d'un douloureux élan les événements qui avaient précédé ma perte de conscience. La jeune geisha se releva d'un mouvement plein de grâce et sortit discrètement en refermant le panneau derrière elle. Elle revint quelques minutes après et me demanda d'une petite voix de la suivre. À ma grande surprise, je me relevai sans trop de difficulté, la douleur de la blessure à mon mollet toujours présente, mais puissamment atténuée par le remède miracle que j'avais appliqué dessus. Après quelques pas dans le couloir du perchoir, je me rendais compte que si mon muscle avait besoin de récupérer quelques semaines, le fait de prendre en charge la blessure immédiatement avait fait des miracles et ne m'handicapait pas outre mesure pour l'instant. Je me laissais guider par la jeune femme qui s'adaptait quand même à ma démarche encore peu rapide jusqu'à une autre salle du rez-de-chaussée plus spacieuse que les alcôves. Un futon bleu était soigneusement appuyé contre le fond de l'endroit. Une odeur d'encens capiteux prenait la gorge en passant le seuil de l'espace de 6 tatamis délimité par les panneaux de bois. Un coffre ouvragé métallique aux motifs stylisés était engoncé contre le mur de gauche. 2 coussins se faisaient face au centre de la pièce, dépourvus d'autres mobiliers ou d'ornements. Il se dégageait une austérité familière dans cet endroit, sûrement à l'image de son occupant. Ma guide m'invita à m'asseoir sur le coussin de droite, puis elle s'inclina et quitta la pièce, à nouveau en refermant le panneau derrière elle. Je m'installai maladroitement sur le support peu confortable, en essayant de trouver une position ne réveillant pas de douleur dans ma jambe. Je n'eus pas à attendre longtemps, et ce fut sans surprise que je vis Mélinora pénétrer dans la pièce et s'installer en face de moi. Elle avait changé sa robe rouge pour une plus sobre de couleur verte, presque cyan, maintenue par un ruban blanc lui enserrant la taille. Elle avait remis de l'ordre dans sa chevelure et son maquillage. J'observais autour de son cou la chaîne du pendentif avec lequel nous avions réalisé le serment la nuit précédente. Au moins le bijou n'avait-il pas été volé par son agresseur. Pas une expression ou trace de fatigue ne venait craqueler le masque blanc taché de rouge que portait la présidente du conseil. Ses lèvres pincées, rehaussées d'une teinte carmine, dessinèrent cependant une ombre de sourire, alors qu'elle observait que je m'étais apparemment bien remis de mon combat matinal. Vous avez une bonne constitution et beaucoup de chance. Peu de personnes peuvent se vanter de survivre au poison que mon agresseur vous a inoculé. Ce n'est pas votre onguent qui m'a sauvé ? L'onguent a certainement limité les dégâts, mais pour être franche, je crains que ce ne soit le sabre que vous portiez qui vous ait sauvé la vie. Vous souvenez-vous de l'état dans lequel vous vous trouviez lors de votre duel ? Un malaise étrange me prit à la gorge, alors que j'essayais de mettre des mots sur ce que j'avais ressenti. C'était comme si une colère infinie m'avait envahi, un désir de vengeance. Je voulais tuer, c'était... Étrange ? Comme si ça ne vous appartenait pas ? Oui, exactement. C'est bien ce que j'avais discerné. Vous avez été possédé par un Oni, celui qui a été enfermé dans le sabre. Ces mots confirmèrent ce que j'avais envisagé, en voyant une décharge de douleur dans ma jambe. Je grimaçai. Mais heureusement, c'est arrivé dans ce sanctuaire. J'ai senti votre combat intérieur, et j'ai empêché le démon de vous consumer.
Si c'était arrivé dans d'autres circonstances, nous n'aurions pas pu garantir votre survie. Vous êtes hors de danger pour l'instant. Nous avons mis l'arme en lieu sûr. Vous saviez que ce risque de possession existait et vous ne m'avez rien dit? Si Muramashi avait été plus lent, vous auriez eu le temps de détruire les 2 armes comme prévu à l'aube. Nous l'avons sous-estimé. Cette remarque commença à m'irriter. Ainsi donc, l'ordre n'avait pas été parfaitement honnête avec moi dans cette affaire. Cependant, m'en faire des ennemis ne m'avancerait à rien. Comment s'est terminé le combat au mont Inari? Avez-vous pu permettre à vos guerrières de fuir? Une ombre fugace passa sur le visage de Melinora. Nous avons perdu 8 de nos meilleures guerrières. Elles savaient ce qui les attendait. Elles sont mortes avec honneur. Nous organiserons une cérémonie en leur mémoire ce soir. Vous êtes évidemment invités à y assister. Et Muramashi s'est enfui? 2 d'entre nous ont réussi à fuir sur mon ordre et ont pu rejoindre le perchoir, blessées mais vivantes. Nous avons à nouveau perdu la trace de ce monstre. Nous avons été orgueilleuses de croire que nous pouvions l'arrêter par la force. Je me demandais comment la présidente du conseil avait pu contacter ses troupes à distance ou comment elles avaient pu s'enfuir, mais les réponses viendraient plus tard. Que comptez-vous faire alors? Le conseil doit prendre une décision ce soir. Je ne sais pas encore ce que nous pouvons faire. Les pouvoirs de Kitsune sont beaucoup plus grands que nous avions envisagé. Vous l'avez constaté par vous-même. Et nous ignorons les intentions exactes de Muramashi. Ce dernier parlait de construire une nouvelle humanité, de recommencer depuis zéro. À ces mots, une certaine curiosité apparut dans le regard vert de Melinora. Elle me demanda de répéter aussi exactement que possible les paroles de Muramashi. Quand j'eus terminé, elle sembla perplexe. Voilà qui est intéressant. Il cherche des alliés pour mettre en place son projet et il voit en vous quelqu'un en mesure de l'aider. La déclaration de la geisha fit alors naître en moi une intuition soudaine et fulgurante, comme un souvenir qui jaillissait d'un coup dans mon esprit. Un projet? Vous aviez bien dit que Muramashi était chercheur avant sa rencontre avec Kitsune. Oui, c'est exact. Savez-vous sur quel projet il travaillait? Je n'en ai pas la moindre idée. Quelque chose me disait que je venais de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Muramashi était chercheur en biologie. C'était incertain, mais il n'était pas impossible que son projet de nouvelle humanité ait un lien de près ou de loin avec ses travaux. Je devais en avoir le cœur net. Je vais mener mon enquête à Tokyo, puisque c'est là que se trouvait son laboratoire. Je ne suis pas sûre que vous trouverez grand-chose. Et puis, pourquoi ne pas concentrer nos recherches de manière à trouver un moyen de vaincre Kitsune? Il me fallait user de diplomatie. Le regard sévère de Melinora laissait entendre qu'elle ne soutenait pas particulièrement mon idée. Nous n'avons pas réussi à le vaincre par la force la dernière fois. Muramashi est encore humain pour l'instant, et si nous voulons utiliser cela pour piéger Kitsune, le meilleur moyen est de comprendre ses plans et ses motivations. La présidente du conseil sembla réfléchir un instant. J'étais sûr de mes arguments et de mon intuition. Il me fallait à tout prix comprendre les projets de Muramashi pour pouvoir l'arrêter. Melinora acquiesça gravement, comme pour faire écho à ma détermination. Vous êtes clairvoyant. Je prie pour que vos recherches portent leurs fruits au plus vite et que nous puissions les utiliser pour vaincre Muramashi. Je vis dans son regard sincère beaucoup d'espoir, mais également de gratitude. Comme si mon engagement à mener ce combat avec elle était un cadeau que je lui faisais personnellement. La nuit tomba rapidement, et nous quittâmes la chambre de Melinora avec le ululement des hiboux. Après un repas frugal de tofu frit, d'oignons, poissons frais, riz et edamame, une veillée funèbre eut lieu pour honorer les combattantes tuées par Muramashi. Les membres de l'ordre étaient toutes rassemblés au premier étage du perchoir. Beaucoup ne purent retenir leurs larmes. Moi-même, je luttais contre la culpabilité du survivant, de ne pas avoir été capable de les soutenir au moment fatal. Néanmoins, je jurais en mon fort intérieur de les venger pour qu'elles ne soient pas mortes en vain. Après la cérémonie, je rentrai au ryokan pour préparer mes affaires en vue de mon départ pour Tokyo le lendemain.